Récemment, lors d'une croisière sur le Rhin, j'ai fait une découverte. Entre Coblence et Mayence, un peu avant le fameux rocher de la Loreley, on aperçoit un panneau sur lequel est écrit Historischer Freistaat Flaschenhals. Littéralement, l'ancien état libre du goulot. Intriguant, non? Eh bien, c'est une histoire incroyable. Je parie même que très peu d'Allemands la connaissent. L'État est né après la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1918 et les vainqueurs se partagent la Rhénanie. Les Britanniques occupent Cologne et sa région, les Français prennent Mayence et Coblence revient aux Américains. Les officiers chargés de délimiter ces zones tracent avec leur compas un cercle de 30 km de rayon autour de chacune de ces grandes villes. Néanmoins, ces cercles ne couvrent pas tout. Il reste des petites bandes de terre, dont une d'une longueur de 30 km environ et d'une largeur qui varie entre 800 mètres et 10 km. Le tracé est validé par le traité de Versailles en 1919 et ce petit territoire oublié reste une zone neutre. Les habitants de la trentaine de communes que l'on situe sur ce territoire, parmi lesquels beaucoup de villages viticoles, sont alors brutalement coupés du monde. On décide d'interdire à tous les habitants de pénétrer dans les zones occupées par les Alliés au nord et au sud. À l'ouest, le Rhin fait barrière et à l'est, les montagnes du Taunus séparent leur territoire de l'Allemagne. Et un jour, on découvre quelque chose que vous avez peut-être constaté en voyant notre carte tout à l'heure. Cette bande de terre a la forme d'un goulot de bouteille. Pas mal pour une région viticole. Alors, le 10 janvier 1919, Edmund Pniczek, le maire de Lorch, la principale ville de cette région, proclame l'indépendance de cette micronation, dont Lorch devient la capitale. C'est la naissance du Freistaat Flaschenhals, l'état libre du goulot, avec son propre système postal, son passeport et même sa monnaie. Forcément, les Alliés n'apprécient pas et décident d'empêcher le ravitaillement de la population. Pour survivre, les habitants se lancent dans un grand trafic. Les vignerons se transforment en contrebandiers et échangent du vin et des liqueurs contre du charbon et des denrées alimentaires. Les marchandises sont livrées clandestinement la nuit par bateau, transbordées sur des voitures et des chariots et distribuées dans tout le territoire. En représailles, la sûreté française emprisonne les propriétaires des bateaux et installe des projecteurs sur la rive gauche du Rhin. Selon la légende, les citoyens de l'État libre du goulot auraient été furieux face à cette répression. Ils auraient alors baissé leurs pantalons pour exposer leurs fesses nues à la lumière éblouissante des projecteurs de la sûreté française. Pour faire reconnaître l'indépendance de son micro-État sur la scène internationale, Edmund Pniczek essaie même d'établir des relations diplomatiques avec d'autres pays, sans que ça marche. Qu'il n'y arrive pas n'est pas vraiment de sa faute. Non, c'est la faute de l'Allemagne. Elle prend du retard dans le paiement des dommages de guerre fixés par le traité de Versailles. Alors, par mesure de rétorsion, les troupes françaises et belges occupent la Ruhr et l'État libre du goulot. Voilà pourquoi un jour, un régiment de soldats marocains de l'armée française pénètre dans l'Orge. Les habitants feront de la résistance passive pendant des mois pour protester contre l'occupation en refusant par exemple de servir à manger aux soldats. En vain. Le 23 février 1923, l'État rebelle est aboli. Les Français reprennent le contrôle jusqu'à nouvel ordre. Finalement, en novembre 1924, un accord est trouvé pour échelonner la dette de guerre allemande. La France quitte le territoire qui est rendu à l'Allemagne. Edmund Pniczek sera condamné à 2 mois de prison et à 50 000 marks d'amende, notamment pour insubordination, contrebande et vol de charbon. N'empêche, l'État libre du goulot aura tout de même existé 4 ans.